Il lui est notamment reproché de ne rendre public qu'une partie des résultats et surtout ce qui confirme des liens avec le Moyen-Orient et de ne pas inclure d'autres qui ne sont pas en lien avec cette région du monde. Or, une étude beaucoup plus complète a permis d'arriver à des conclusions différentes. Elle se base sur un nombre d'échantillons beaucoup plus élevé, hein, 856 lignées matrilinéaires ashkénazes, c'est-à-dire des lignées qui se transmettent uniquement de mère en fils et de mère en fille, mais le fils ne le transmet pas évidemment. Et ces 856 lignées matrilinéaires ashkénazes, on les a comparées avec des dizaines de milliers d'autres lignées de non-juifs afin de pouvoir déterminer d'où elles venaient géographiquement. Et c'est crucial, on comprend bien l'enjeu, parce que les lignées matrilinéaires vont de pair avec la transmission du judaïsme par la mère. Or, c'est peut-être problématique, parce que plus de 80% des lignées ashkénazes sont européennes, et reflètent des conversions de femmes, notamment en Europe méridionale, au judaïsme, dans l'Antiquité par exemple. Antonio Torroni, qui est généticien à l'université de Pavia en Italie, il conclut que les résultats de cette étude sont très convaincants. Ils vont d'ailleurs dans le sens d'autres analyses sur la très grande proximité entre les Italiens et les Ashkénazes. 81% des lignées matrilinéaires ashkénazes sont européennes, c'est-à-dire qu'elles existaient déjà en Europe avant même que les Juifs ne s'y installent. Et elles sont principalement sud-européennes, comme on l'a vu, mais il y a également un certain nombre de lignées germaniques et slaves qui traduisent donc des conversions de femmes de ces régions-là. Alors comment peut-on savoir? Nous avons cette étude qui est très complète, qui nous permet de comprendre notamment qu'une des lignées ashkénazes, H41A, a été retrouvée, par exemple, dans une nécropole en Allemagne qui date de l'âge de bronze. Donc on voit bien l'ancrage géographique de cette lignée en Europe et particulièrement en Allemagne depuis l'âge de bronze. Alors on parlait des Khazars, les Khazars qui sont, comme on sait, une confédération de tribus iraniennes, turques, bulgares et ainsi de suite. Certaines lignées ashkénazes sont vraisemblablement héritées des Khazars. Nous en avons sélectionné que 4. Il faut rappeler qu'elles sont minoritaires, mais qu'elles existent. Notamment celle-ci, hein, c'est une branche ashkénaze, cet échantillon qui est lituanien, par exemple, avec d'autres qu'on peut voir ici. Et sur les branches parallèles, eh bien, il y a des Tadjiks, des Ouïghours, et les Ouïghours étant un peuple de langue turque, tout comme les Khazars étaient un amalgame de tribus turques notamment. Les Juifs marocains, quant à eux, ont beaucoup de lignées matrilinéaires européennes. Ce n'est pas tout à fait étonnant. On sait que beaucoup d'entre eux sont originaires d'Espagne et du Portugal. Avant même l'arrivée de l'islam, ils avaient été chassés d'Espagne par les Visigoths et s'étaient installés au Maroc. Et puis à l'époque islamique, il y a eu beaucoup d'expulsions d'Espagne vers le Maroc. On a en tête celle de 1492, mais il y en a eu d'autres, hein, notamment en 1496, les Juifs expulsés du Portugal qui vont s'établir au Maroc. En 1391, des Juifs chassés d'Espagne ou qui fuient toute une série de pogroms en Espagne pour s'installer au Maroc. Donc il y a eu toute une tradition, j'ai envie de dire, de migration vers le Maroc. Et donc cela explique que cette composante européenne, donc qui reflète des conversions italiennes ou espagnoles au judaïsme pendant l'Antiquité, eh bien est essaimée jusqu'au Maroc et explique que beaucoup de juifs marocains aient des lignées matrilinéaires européennes. Il y a également des lignées liées au Moyen-Orient, des lignées nord-africaines, mais la part européenne semble assez conséquente.
Monsieur Béard ne cessera jamais de nous surprendre. Sur une étude, il conclut que les juifs marocains, ou plus généralement maghrébins, n'auraient qu'une composante nord-africaine très réduite. Il explique que c'est l'absence de deux lignées nord-africaines, hein, M1 et U6, qui lui permettent de parvenir à cette conclusion. Mais ce qu'il oublie de signaler, c'est que chez les Marocains musulmans, et même dans les régions berbérophones isolées, eh bien, ces deux lignées ne sont pas non plus très fréquentes, hein. Dans une région berbérophone aussi isolée que le Haut-Atlas, eh bien, la fréquence est d'à peine 11%, et dans d'autres régions, ben, elle ne dépasse pas les 3%. On est entre 1 et 3%. Pareil pour la lignée Émin, elle ne dépasse pas les 4%. Donc, est-ce vraiment un argument? Pas tellement. Mais mieux encore, la prétendue absence de cette lignée, eh bien, on la retrouve, hein, chez les juifs marocains. J'ai pu mettre la main sur une base de données très importante, et elle figurait, hein, j'ai pu relever 9 échantillons sur un peu plus d'une centaine, donc c'est une proportion qui n'est pas négligeable, hein, comme on peut le voir ici. U6A1, U6AB, et ainsi de suite, et Maroc. Monsieur Béard ne nous rappelle pas non plus que l'haplogroupe H, la lignée matrilinéaire H, qui est très fréquente chez les juifs marocains, qui est certainement une des plus communes, eh bien, elle est également très commune chez les musulmans. C'est l'haplogroupe le plus commun chez les musulmans marocains. Et donc, ce substrat commun pourrait certainement s'expliquer dans une certaine mesure par des conversions de berbères au judaïsme. Certaines lignées, pas toutes. On sait notamment que H est également très fréquent en Europe méridionale, et que plus généralement, le Maghreb et la péninsule ibérique, l'Italie, voire même la France, sont très liés du côté des mers. Cependant, il y a une branche de cette lignée que nous voyons ici, H4A1, fréquente chez les juifs marocains, qu'on a pu retrouver dans des nécropoles du sud-ouest de l'Europe, hein, en Espagne, au Portugal, en Sardaigne. Déjà, il y a par exemple 5000 ans, 4000 ans. Le constat se vérifie pour d'autres communautés. Chez les juifs irakiens, les lignées matrilinéaires sont plus liées à cette région, donc irakienne, iranienne, qu'à la Judée, qu'à la Judée. Pareil pour les juifs de Bukhara en Asie centrale, nous allons voir qu'ils ont des lignées matrilinéaires liées à la région, c'est-à-dire concrètement liées à l'Asie centrale. Euh, donc nous avons là un échantillon de juifs irakiens. Eh bien, toutes les branches parallèles, hein, sont irakiennes, azéries, iraniennes, turques arméniennes, donc plutôt liées à cette région, donc le nord-est du Moyen-Orient et le Caucase, plutôt que la Judée. Pareil pour cette lignée-là. On voit bien que c'est lié au nord-est de la Turquie et à la Syrie. Euh, cette branche-là regroupe des Iraniens musulmans et juifs, donc c'est vraiment un fond persan commun. Et enfin, celle-ci comme on peut le voir, hein, cette lignée de juifs iraniens, eh bien, plonge aussi dans cette région iranienne, arménienne, voire même pakistanaise, hein, azérie, tadjik. Donc cela reflète évidemment des conversions de femmes, on va dire persanes, pour faire vite, au judaïsme. Chez les juifs de Bokhala, il y a 6 lignées majeures, hein, dont 4 semblent liées à l'Asie, et notamment à l'Asie centrale, sauf celle-ci, hein, qui est pourtant une des plus fréquentes et qui est en rapport, comme on le voit, avec le Japon. Comment l'expliquer? C'est difficile. On sait que les populations turques, donc, qui peuplent l'Ouzbékistan actuel, sont originaires, hein, de Mongolie notamment. Elles se sont installées en Ouzbékistan il y a environ un peu plus de 1500 ans. Donc est-ce lié à ce fond mongol? C'est possible, mais toujours est-il que c'est très intéressant dans le cas des juifs de Bukhara. Cette lignée
Le juif de Bukhara, comme on le voit ici, est ancré dans ce domaine géographique, hein. Toutes les branches parallèles, toutes les personnes qui portent la même branche sont soit chinoises, mongoles, kazakhs. Pareil pour celle-ci, ce juif de Bukhara, qui a des correspondances matrilinéaires avec des Tadjiks, avec des Chinois, des Mongols. Au Yémen, les lignées typiques du sud de la péninsule arabique et de la Corne de l'Afrique sont légion. Et chez les juifs indiens, eh bien, elles plongent également leurs racines dans le sous-continent. Comme on peut le voir, hein, cet échantillon-là est celui d'un juif yéménite, hein, qui a une correspondance avec un Saoudien, avec un Somalien et un Éthiopien. Donc cette région entre la péninsule arabique et la Corne de l'Afrique. Et ici, nous avons des Yéménites musulmans et juifs dans une même lignée, avec un ancêtre commun qui a vécu il y a à peu près 2 millénaires. C'est notamment qu'au Yémen, il y avait un royaume, hein, dont le roi avait été converti au judaïsme, hein. Il me semble que c'était vers l'an 200 après Jésus-Christ. Donc, ces données historiques sont également attestées, sont également étayées par la génétique. Et enfin, pour les Juifs indiens, eh bien, voilà, toutes les correspondances matrilinéaires se font avec des Indiens et des Pakistanais. Les lignées patrilinéaires, quant à elles, elles sont majoritairement levantines, c'est-à-dire que de par les pères, les Juifs de la plupart des communautés, pas toutes, mais la plupart, sont liés à la Judée. Sont liés du moins au Levant. Alors après, Judée ou pas, là est la question. Par exemple, Alexandrie avait une communauté juive importante dès avant la destruction du Second Temple. On sait que l'Égypte était très liée au Levant, il y avait véritablement plus qu'une continuité géographique, il y avait quasi identité avec le Levant. L'Égypte était plus liée au Levant qu'au reste de l'Afrique du Nord. Donc, on pourrait également se demander si certaines lignées levantines portées par les juifs contemporains n'auraient pas des origines égyptiennes aussi, plutôt que proprement judéennes, des conversions notamment de non-juifs à Alexandrie. Donc un exemple de lignée patrilinéaire juive d'origine moyen-orientale, hein, cette branche-là, République tchèque, de Pologne, d'Ukraine, avec des Saoudiens, avec un ancêtre commun qui a vécu il y a 3000 ans. L'ancrage au Moyen-Orient est indéniable. Ces lignées-là se transmettent uniquement de père en fils, hein. Pareil pour cette branche-là, avec un ancêtre commun qui a vécu il y a aussi 3000 ans, eh bien nous avons des Libanais, des Ukrainiens, des Roumains, enfin des Roumains et Ukrainiens ashkénazes. Donc il y a ce lien très fort avec le Moyen-Orient du côté des pères, et on ne saurait non plus oublier l'existence d'une contribution importante de convertis, hein. Elle est variable selon les communautés, mais elle est bien là. Un exemple est très intéressant, Monsieur Béard, encore une fois, je m'acharne sur lui, mais ses conclusions sont étonnantes des fois. Alors, il explique que cette branche-là, patrilinéaire, hein, qui se transmet uniquement de père en fils, est moyen-orientale, et donc les Ashkénazes qui sont porteurs de cette lignée-là sont d'origine moyen-orientale. Alors, dans cette étude, il ne donne pas plus d'explications. En revanche, quand on regarde la distribution de cette branche-là, de cette lignée-là, alors c'est une capture d'écran du site de Waifool, avec des individus testés, et que ce site-là classe, attribue des âges, c'est-à-dire l'époque où aurait vécu l'ancêtre commun, donc ça, c'est une ramification. Eh bien, quand M. Baird parle de Moyen-Orient, personnellement, je ne sais pas si ces points rouges correspondent au Moyen-Orient. Alors, tout d'abord, ces deux échantillons sont plus liés à l'est de l'Iran, à l'Afghanistan, qu'au Moyen-Orient, du moins pas le littoral levantin.
L'Irakien que nous avons est un Kurde, et nous savons Kurde yézidi, et donc nous savons que les Kurdes sont plutôt liés à l'Iran qu'au reste du Moyen-Orient. Et enfin, il y a toute une série d'individus qui portent cette lignée, qui sont originaires de cette région, de Géorgie, du nord de la Turquie, d'Azerbaïdjan, également un échantillon au Kazakhstan, un individu qui a vécu il y a un peu plus de 1000 ans. Donc cette région nous rappelle les Khazars, c'est-à-dire le monde caucasien, persan, iranien, turc. On pourrait se demander si cette lignée ne représente pas la conversion d'un homme au judaïsme il y a 1200 ans, par exemple. Pourquoi 1200 ans? Parce que tous les Ashkénazes qui sont sur cette lignée, tous les hommes ashkénazes qui portent cette lignée, ont un ancêtre commun qui a vécu il y a environ 1200 ans. 1200 ans, ça correspond approximativement à l'époque khazare, à l'époque de la conversion du roi khazar au judaïsme. Euh, Béard rejette cette possibilité parce qu'il affirme que des juifs irakiens, algériens, seraient sur cette lignée, et donc que les juifs de ces régions n'ont pas de lien avec les khazars. Or, ce qui n'est pas précisé dans ces études, c'est que dans toute cette lignée-là, c'est-à-dire des individus qui ont un ancêtre commun ayant vécu il y a 1200 ans, il y a une très très grande majorité d'Ashkénazes, et que les juifs irakiens et algériens sont eux-mêmes originaires du monde ashkénaze. Nous le voyons ici. Il y a un juif irakien et un juif algérien qui partagent un ancêtre commun avec un juif bulgare et un juif polonais qui y a vécu il y a 550 ans. Il s'agit donc d'un ashkénaze qui s'est installé en Irak il y a peut-être 4 siècles, à peu près. L'histoire nous fournit d'autres exemples. Les Ashkénazes se sont souvent installés, alors en petit nombre bien sûr, des familles isolées, mais c'est réel, en terre musulmane. Le nom Eshkenazi existe chez les juifs maghrébins, il existe chez les juifs syriens. Euh, En Égypte, on sait qu'au XIXe siècle, les Juifs fuyant les pogroms, les persécutions en Europe orientale s'y sont installés. Un autre exemple, c'est une mutation qui est portée par les Ashkénazes, qui n'a rien à voir avec cette lignée. Alors cette mutation est présente chez les Ashkénazes et chez les Français. Français catholiques, comme il l'explique, c'est-à-dire des Français non juifs. Et curieusement, chez un juif irakien. Mais le constat est très clair. Le juif irakien a une ascendance ashkénaze. Ce n'est pas l'inverse. Donc étant donné que des cas existent, que c'est confirmé à la fois par l'histoire, par la génétique, par les patronymes, Ashkenazi est un nom qui existe chez les juifs maghrébins et en Syrie. Donc il est évident pour nous que cette lignée reflète la conversion au judaïsme d'un homme khazar il y a à peu près 1200 ans. Et que, encore une fois, les juifs irakiens et les juifs algériens, le juif irakien et le juif algérien, parce que c'est très minoritaire chez ces communautés, alors que chez les Ashkénazes, c'est quand même 12% de l'ensemble des lignées patrilinéaires ashkénazes. 12%. Donc le constat est la conclusion est assez évidente. Alors, il y a d'autres lignées chez les Ashkénazes qui sont d'origine européenne, comme on peut le voir ici, donc des échantillons là d'Ukraine, de Slovaquie et ainsi de suite, avec donc des Portugais et des Brésiliens, et l'ancêtre commun a vécu il y a 2300 ans. C'est une lignée ibérique. Ici encore, nous avons des juifs polonais, des juifs ukrainiens et ainsi de suite, avec un Albanais, et l'ancêtre commun a vécu il y a à peu près 3300 ans. Et pareil ici, cette lignée-là est slave, donc un homme slave converti au judaïsme. Les Khazars, encore une fois, un Ashkénaze de Lituanie et
et un homme d'Ossétie ont un ancêtre commun qui a vécu il y a 1150 ans, et ça nous rappelle les 1200 ans de tout à l'heure, donc des conversions qui ont eu lieu à peu près à ce moment-là, qui coïncident pleinement avec le royaume des Khazars. Ici encore une lignée ashkénaze, hein. On voit bien, c'est la même distribution, hein, c'est l'Arménie, la Tchétchénie, la Géorgie et des ashkénazes. Certaines lignées sont à tort sont considérées comme moyen-orientales. On fait un petit peu vite, hein, mais dans les faits, il faut s'y intéresser. Par exemple, cette lignée-là, T, eh bien, on dit que c'est moyen-oriental. Nous avons ici et pourtant, elle n'est portée que par des Européens. Donc il faut faire attention aux conclusions hâtives. Pareil pour cette lignée G, G est parfois considérée comme une lignée moyen-orientale. Or, dans cette branche-là, nous avons des Européens qui partagent avec ces Ashkénazes un ancêtre commun ayant vécu il y a un peu plus de 3000 ans. Et enfin, J, la lignée J, nous avons des Ashkénazes sur cette lignée, et pourtant est déjà attesté à Rome 500 ans, ou même 600 ans avant Jésus-Christ. Et les autres porteurs sont européens. On a des Italiens, des Portugais, des Américains, et ainsi de suite. Alors, cet haplogroupe-là, RD27, est très intéressant. Il est typique de la péninsule ibérique. C'est comme s'il y avait un noyau d'hommes ibériques convertis au judaïsme qui auraient essaimé d'un côté vers l'Europe orientale et donc les Ashkénazes, et puis d'un autre côté vers l'Afrique du Nord. Ce qui est très intéressant, c'est que certaines familles du sud marocain, c'est-à-dire de régions berbérophones, sont porteuses de cette lignée. Ça montre bien l'ancienneté des liens avec le judaïsme ibérique. Des convertis, des ibères judaïsés qui sont implantés dans le fin fond du Maroc et qui sont berbérophones. La lignée EV257, typiquement nord-africaine, se rencontre chez les juifs marocains, dans des proportions qui atteignent parfois les 10, 12, 15%. Je ne voudrais pas m'aventurer dans la bataille des chiffres, mais voilà, une proportion assez intéressante. Et d'ailleurs, nous avons là un juif tunisien sur cette branche maghrébine, hein. Nous voyons là des Marocains, des Libyens, des Algériens, et leur ancêtre commun a vécu il y a 1650 ans. Une autre lignée typiquement maghrébine avec un juif tripolitain et un ancêtre commun avec des Marocains qui a vécu il y a environ 1550 ans. Changeons de cap, des juifs ouzbeks, des juifs iraniens, sur une lignée plutôt liée à ce monde indo-arien, avec des Pakistanais, des Indiens et même une branche sri-lankaise.